je suis à l'origine de la proposition de loi sur les maisons de naissance. Ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui des maisons de naissance. Le titre étant, il m'a été imposé, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas, les maisons de naissance, lieu de prévention des violences sexuelles. Et puis une fois qu'il m'a été imposé, je me suis coulé dedans. Alors, je vais d'abord vous dire ce qu'est une maison de naissance, et puis vous parler de ce que peuvent être les maisons de naissance par rapport à la prévention des violences sexuelles. Alors, qu'est-ce qu'une maison de naissance? C'est une structure qui est tenue par des sages-femmes qui réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de la grossesse dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. Ce qui veut dire que ce sont des sages-femmes, il n'y a pas de médecins dans les maisons de naissance, ce sont des sages-femmes et elles assurent les responsabilités médicales en toute autonomie et conformément à leurs compétences légales. Tout ça est parfaitement structuré dans la loi. Alors, les maisons de naissance en France, parce qu'il y a beaucoup de maisons de naissance dans d'autres pays. Alors, suite à une proposition de loi que j'ai déposée en mai 2011, le texte autorisant l'expérimentation des maisons de naissance a été promulgué le 6 décembre 2013. Il a déjà fallu 2 ans. Et les décrets d'application le 24 novembre 2015. En tout, il aura fallu 4 ans et demi pour que ça aboutisse. Mais ça aboutit, il ne faut déjà pas se plaindre. Cette loi liste 9 maisons de naissance qui ont été autorisées à ouvrir à partir du début 2016. Alors pourquoi seulement 9? Parce qu'il fallait répondre aux critères définis par le texte de loi et parce que c'est fait à titre expérimental pour 5 ans. Si au bout de 5 ans, il s'avère que ces maisons de naissance sont quelque chose de positif, eh bien beaucoup d'autres maisons de naissance pourront ouvrir. Alors, dans d'autres pays, des maisons de naissance sont en place depuis longtemps. Il y en a 70 aux États-Unis, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à la grandeur de l'État. 150 en Allemagne, c'est quand même plus proche de chez nous. Mais aussi, il y en a en Australie, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Suisse, pour ne parler que des maisons de naissance européennes. Au Québec, seuls 6% des naissances ont lieu à la maternité. C'est intéressant, hein? Et aux Pays-Bas, 2 tiers des accouchements ont lieu hors maternité. Donc un tiers de naissances en maternité aux Pays-Bas, 6% au Québec. Et je vais analyser les 3 termes du titre, naissance, maison et prévention. Alors, la naissance. Qui est concerné par la naissance? Tout le monde. Mais la naissance, elle nous concerne quand nous naissons, mais quand nous sommes adultes, elle concerne physiquement 2 personnes, la mère et l'enfant. Et l'idéal est aussi qu'elle concerne le père, qui est lié aux 2 autres par la génétique pour l'enfant et par l'amour pour la mère et le père. Bien entendu, j'exclus toutes les naissances qui ne sont pas des naissances génétiques dans un couple. On parle, disons quand même, des naissances les plus fréquentes. Et pour ces 3 personnes, c'est un vécu très différencié. C'est une affaire complexe, la naissance, qui est vécue si différemment par les uns et par les autres, et je parle des adultes là, qu'il paraît difficile de généraliser sur ce qu'elle représente pour la mère, pour le père, pour le couple et pour l'enfant. Le nombre de naissances en France. En 2017, il y a eu 740 000 naissances, qui est une baisse légère par rapport aux années précédentes, qui tournaient plutôt autour de 800 000. Où ont-elles lieu? Alors, depuis qu'il y a les regroupements des maternités, 80% des naissances ont lieu dans 200 communes. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 36 000 communes en France, et qu'il y a 100 ans, on naissait dans sa commune, même si c'était un village. Donc là, c'est dans 80 communes. Et 200 communes. Ils suivent, hein? Ils suivent. 80% dans 200 communes. Ils suivent. Et ces communes qui abritaient, j'ai les chiffres de 2014, je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup de fermées depuis, qui abritaient 518 maternités en 2014, en abritaient en 1975 1363. Et on voit donc
alors que le nombre de naissances a augmenté, on voit le regroupement des naissances dans des structures très importantes. Actuellement, en France, moins de 1% des naissances ont lieu hors maternité, soit environ 5000 naissances par an. Alors ces naissances, elles ont lieu où? Soit à domicile, il y en a peu, soit dans les transports, n'est-ce pas? Quand on est à la campagne, qu'on prend la voiture, que c'est le troisième enfant et que ça va un peu vite, vous n'avez pas le temps d'arriver, vous vous arrêtez sur un parking, vous appelez les pompiers et hop, le bébé naît. Et c'est intéressant de rapprocher ces naissances hors structure avec celles qui ont lieu au Québec ou qui ont lieu aux Pays-Bas, puisque là, c'est 1% hors structure et ailleurs, c'est 6% en structure. Alors, l'accouchement en maternité. Donc, vous avez compris que 735 000 enfants naissaient en maternité. Là, les avantages de la maternité, tout le monde le reconnaît, c'est la sécurité. Les maternités sont équipées pour accueillir des accouchements pathologiques, potentiellement dangereux pour la mère et l'enfant. Et puis, quelque chose de non négligeable, pour nous, mesdames et moi, enfin moi c'est un peu passé, qui n'aimons pas trop souffrir, c'est que dans les maternités, on vous administre une péridurale. Et actuellement, c'est à peu près 80-82% de futures mamans qui bénéficient d'un accouchement presque sans douleur. Mais il y a des inconvénients à la maternité. Et l'un des inconvénients, et les jeunes mamans vous le disent, c'est une surmédicalisation des accouchements, alors que 80 à 85% d'entre eux se passent sans problème. Et c'est une utilisation encore excessive des césariennes. En 2016, j'ai trouvé des chiffres cette semaine, en 2016, 20% des naissances étaient faites par césarienne en France. Toujours en 2016, 7% en Suède, 5% au Danemark. Et l'OMS a précisé en 2015 qu'un taux supérieur de césarienne à 10% n'est pas associé à une réduction du niveau de mortalité maternelle ou néonatale. Ce qui veut dire qu'avec 20% de césarienne, on fait probablement le double de césariennes qui sont vraiment indispensables pour la sécurité de l'enfant ou de la maman. Toujours dans les utilisations excessives, les épisiotomies, des injections d'ocytocine, 44% des femmes bénéficient d'injections d'ocytocine qui ne sont pas toujours, tout ça n'est pas toujours indispensable. Autre inconvénient, et les sages-femmes hospitalières ne me démentiront pas, c'est un manque de sages-femmes. Et enfin, de ce fait, une surcharge dans les salles de naissance. S'il n'y a pas assez de sages-femmes et qu'il y a beaucoup de naissances en même temps, il est évident que chaque sage-femme a en charge plusieurs naissances à la fois, ce qui pour les futures mamans n'est pas très confortable. Alors, réaction de certaines femmes assez nombreuses, même si elles ne sont pas toutes décidées à abandonner la maternité pour la prochaine fois. Mais certaines disent « je ne veux plus jamais accoucher dans ces conditions ». J'ai l'impression d'avoir été dépossédée de mon accouchement et d'être traitée comme un objet sans droit à la parole. Alors, les maisons de naissance, par rapport à ça, c'est le bonheur. Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs des maisons de naissance? C'est de proposer aux femmes enceintes une prise en charge globale de leur grossesse, le suivi, l'accouchement, les suites de couches, dans le respect de la physiologie dont on a parlé ce matin, dont Nicole a parlé, et repose sur le principe une femme, une sage-femme, et non pas une sage-femme et 4 femmes. Il est évident que ça change tout, et c'est la même sage-femme, c'est ce que je vous dis ensuite, c'est la même sage-femme qui vous suit du début à la fin. Les femmes suivies en maison de naissance, et c'est une condition impérative, sont des femmes à bas risque pour la grossesse et pour l'accouchement, et qui souhaitent accoucher dans ce type de structure. Vous avez bien des femmes qui aimeraient accoucher, oui c'est vrai, avec une seule sage-femme, etc., mais elles voudraient bien aussi avoir la péridurale. Donc c'est un petit peu difficile. Et compte tenu du retour, dans une maison de naissance, on
quitte la maison de naissance au plus tard 24 heures après la naissance, la plupart du temps entre 6 et 12 heures après la naissance, puisqu'on n'est pas malade. Je rappelle que l'accouchement n'est pas une maladie, que la sage-femme qui est là a vérifié que tout allait bien et que de toute façon, on reste en lien très proche avec la personne qui va rentrer chez elle. Et bien entendu, cette maman qui va rentrer chez elle, et ce couple, parce que c'est souvent une décision de couple, doivent bénéficier et bénéficient d'un environnement qui permette un accompagnement et un soutien. Et cet environnement est fait par, le soutien est fait par la sage-femme qui a accouché. Alors, comment sont organisées ces maisons de naissance? Parce que ça paraît un peu bizarre, comment je vais faire? Alors, d'abord, ce sont des sages-femmes libérales qui s'associent pour créer et gérer une maison de naissance. Il n'y a pas de médecin, donc je vous l'ai dit. Le lieu, c'est une maison ou un appartement composé de 2 parties, mais ça ressemble vraiment à une maison ou un appartement. C'est-à-dire que vous avez une cuisine, vous avez un petit salon sympa et tout, et la chambre est une chambre conjugale. Donc, d'un côté, il y a la partie accueil avec un hall séjour, une cuisine, salle à manger, où les futures mamans et les sages-femmes peuvent prendre un goûter, un café, papoter, avant ou après les séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité, ou de faire du yoga, une salle pour la préparation de l'accouchement, un lieu pour accueillir les autres enfants. Et de l'autre côté, la deuxième partie, c'est 2 salles de consultation, 2 ou 3 chambres de naissance qui ressemblent à une chambre conjugale, avec un grand lit, une baignoire pratique dans laquelle peut s'effectuer le travail et divers accessoires qui permettent de se tenir dans diverses positions. Le futur père est le bienvenu et peut assister sa compagne autant qu'il le souhaite. Un coin bébé dans cette chambre permet d'en prendre soin dès sa naissance, mais c'est un coin bébé. Les maisons de naissance n'assurent pas l'hébergement des femmes et avant ou après l'accouchement. On arrive pour accoucher au moment où on estime qu'il faut aller accoucher et puis on sort 6 à 12 heures après. Et les maisons de naissance sont ouvertes au minimum dès lors qu'une femme vient y accoucher. C'est là où c'est très différent, c'est que quand vous avez une future maman qui a été suivie par une sage-femme, si tout se passe bien, à 2-3 jours près, on sait à quel moment elle va accoucher. Et à ce moment-là, j'ai plus que 5 minutes. Oh non, ça, non, vous n'allez pas me la faire. Mais j'irai plus vite après. Puis je prendrai 5 minutes de plus. Et donc, au moment où la maman va accoucher, elle appelle la sage-femme chez elle et la sage-femme est disponible pour venir l'accoucher. Il n'est pas question qu'une même sage-femme ait pu avoir 2 personnes qui puissent accoucher le même jour. Si c'est le cas, c'est une autre sage-femme. Parce que dans ces maisons de naissance, il n'y a pas qu'une sage-femme, il y en a au minimum 9, parce que c'est quand même des équipes de 2 ou 3, puisqu'une sage-femme doit pouvoir compter sur une autre si elle s'est cassé la jambe le jour où sa patiente doit accoucher. Donc, c'est des équipes avec une référente principale et une ou 2, au moins une deuxième référente secondaire. Donc voilà, et elles sont de fait ouvertes très largement dans la journée pour les rendez-vous, pour les grossesses, pour les rendez-vous de grossesse, la préparation à l'accouchement, etc. La sécurité est assurée parce que ces maisons de naissance doivent être impérativement contiguës à des maternités avec lesquelles elles passent obligatoirement une convention et avec lesquelles un accès direct est aménagé, permettant notamment un transfert rapide des parturientes en cas de complications, et également des bébés à la naissance, mais généralement le bébé, la maman est transférée avant s'il y a un problème. La structure des maisons de naissance est privée, totalement indépendante de l'établissement partenaire. Une maison de naissance ne peut fonctionner sans un nombre minimal de 2 sages-femmes. La maison de naissance est équipée du matériel nécessaire à la prise en charge de la femme enceinte, dont un tachographe qui enregistre les contractions de l'utérus et un chariot d'urgence. Évidemment, rien à voir avec la froideur d'un service de maternité. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire qu'un deuxième personnel de santé soit présent dans la maison de naissance au moment de l'accouchement, mais ce n'est pas un médecin. Afin de répondre à une demande de péridurale pendant le travail, toutes les patientes doivent bénéficier d'une consultation pré-anesthésique qui permettra un transfert efficace dans le cas de nécessité. À la naissance, les examens du nouveau-né sont faits par la sage-femme. C'est elle qui autorise la sortie du nouveau-né de la maison de naissance et qui décide si le nouveau-né doit être examiné rapidement par un pédiatre ou médecin généraliste ayant l'expérience des pathologies du nouveau-né. La durée de surveillance de la mère et de l'enfant en maison de naissance après l'accouchement est fonction des critères médicaux établis par la sage-femme qui a pratiqué l'accouchement. Elle ne peut être inférieure à 2 heures après la délivrance et de 12 heures en moyenne. Alors, les sages-femmes,
quand même, il faut en parler. Leur nombre. Au 1er janvier 2016, il y avait 28 368 sages-femmes qui étaient inscrites à l'ordre des sages-femmes. 22 335 étaient en activité, dont 2,6% d'hommes. Nous en avons un dans la salle. 28% exercent en libéral, soit environ 4 900 sages-femmes, et 1 600 sont polyactives. Elles font souvent mi-temps en hôpital, mi-temps en libéral. Et depuis 2009, leur nombre augmente de 10% chaque année. Je rappelle que les études durent 5 ans et que les sages-femmes exercent maintenant une profession médicale. Avant, ce n'était pas le cas, c'était paramédical. Les sages-femmes ont pour mission d'accompagner les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, d'établir le diagnostic jusqu'au jour de l'accouchement. Elles assurent le suivi gynécologique, mais aussi la contraception, le diagnostic de grossesse, la rééducation périnéale, les IVG médicamenteuses, l'acupuncture obstétricale, les vaccins et avec une formation spécifique, l'échographie obstétricale et fœtale. Leur rôle à la maison de naissance, la sage-femme référente assure le suivi global en prépartum, les consultations de suivi ou les visites, l'entretien prénatal précoce et les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Et ça, c'est la même personne qui le fait. Le suivi du travail et tout le déroulement de l'accouchement, les soins postnatals habituels, un contact quotidien avec au moins 3 visites dans la première semaine après l'accouchement, dont la première dans les 24 heures. Le suivi est personnalisé en fonction du besoin de la mère et de l'enfant et une organisation est mise en place en cas d'indisponibilité de la sage-femme référente. Alors en quoi, nous arrivons au cœur du sujet, en quoi les maisons de naissance peuvent-elles être un lieu de prévention des violences sexuelles? Et pour traiter cette partie, je me suis appuyée sur un article publié dans Contact, la lettre du Conseil de l'Ordre des sages-femmes, dans lequel, je ne savais pas qu'elle allait intervenir ce matin, dans lequel Nicole Andrieux, sage-femme d'Alsace, est interviewée. Le questionnement. Quand les sages-femmes interrogent systématiquement les futures mères sur leurs antécédents de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, elles constatent, comme le fait SVS, qu'une femme sur 4 a été dans un passé lointain ou proche victime de violences sexuelles. Les conséquences de la violence sur la grossesse. J'ai mis les conséquences de la grossesse sur la grossesse. Non, c'est les conséquences de la violence sur la grossesse. Cette période de gestation peut aussi favoriser une levée d'amnésie. Les sages-femmes constatent que 80% des femmes victimes de violences sexuelles auront des grossesses compliquées et développeront des pathologies, toxémie gravidique, diabète gestationnel, dépression, etc. Tout ça, on vous l'a dit ce matin. Les conséquences pour le futur père. Certains peuvent avoir des remontées traumatiques de violences sexuelles subies dans l'enfance, pendant la grossesse de leur femme, et peuvent le répercuter par un comportement de violence conjugale. D'où la nécessité de poser les questions au couple sur ses antécédents. Alors, la sage-femme est une interlocutrice privilégiée. Accompagnant les 800 000 naissances dans notre pays, la sage-femme est également au cœur de la prévention de masse en redonnant du sens aux cadres de référence interfamiliaux. Elle a en effet un rôle pédagogique à jouer autour de ces cadres de référence en indiquant par exemple l'indispensable respect autour de l'intimité de chacun, y compris des enfants. Elle est également au cœur de la prévention de la violence éducative, en particulier en ce qui concerne toutes les violences exercées sur les enfants. Elle doit aussi veiller au cadre respectueux qui sera instauré lors des examens des femmes, qu'elles soient enceintes ou non, et lors de l'accouchement. L'impact dramatique des violences gynécologiques et obstétricales est en effet démultiplié pour les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Enfin, les sages-femmes doivent apprendre aux femmes à être actrices de leur santé et de leur corps, les informer au mieux et leur donner tous les outils afin qu'elles osent s'exprimer et apprennent à dire non aux abus. La maison de naissance est donc un lieu privilégié. Au vu de cette mission, on comprend mieux pourquoi les maisons de naissance sont un lieu privilégié pour détecter les violences sexuelles et donner des conseils pour une prise en charge thérapeutique, généralement repoussée après l'accouchement. Le suivi et l'accouchement par une seule et même sage-femme avertie et formée facilite le dialogue. Il s'établit un climat de confiance propice à la prise de conscience et à la confidence. Les contrastes avec les maternités,
les maternités les plus bienveillantes s'organisent pour que ce soit la même sage-femme qui assure le suivi de la grossesse. Mais ce n'est jamais cette sage-femme qui assurera l'accouchement, puisque les deux équipes, le suivi et l'accouchement, sont totalement étrangères l'une à l'autre. Sachant que ces 200 000 futures mères qui ont subi des violences sexuelles, une femme sur 4, on mesure le chemin qu'il reste à parcourir pour que cette action de prévention soit effective. On compte qu'à terme, 5% des naissances auront lieu dans des maisons de naissance ou dans des salles physiologiques mises à disposition d'une sage-femme libérale dans les maternités, soit 40 000 naissances par an. L'urgence de la formation. Il y a urgence à faire prendre conscience aux autorités de la nécessité de mieux former les sages-femmes à l'accueil de ces parents traumatisés pour qui une écoute bienveillante peut être un début de thérapie et d'organiser des protocoles de naissance plus humains. Il faudrait impérativement qu'une même sage-femme assure le suivi de la grossesse et s'il y a eu révélation de violences sexuelles, le suivi de l'accouchement. Que toutes les sages-femmes soient formées à cette problématique. En conclusion, toutes les femmes qui ont un enfant passent entre les mains des sages-femmes. Ce serait un fabuleux lieu de détection et de soins qui permettrait assez rapidement de limiter la reconduction d'actes que les auteurs, eux-mêmes victimes, peuvent être amenés à reproduire. Les maisons de naissance peuvent devenir des lieux pilotes pour ce nouveau rôle des sages-femmes. Il faut aussi qu'après la période d'expérimentation, de nouvelles maisons de naissance puissent voir le jour et ainsi démultiplier cette prévention.